Avec le chanteur, la Maître Chims, qui a dit les grandes pyramides, c'est une centrale électrique. Et j'avais dit, je crois par boutade, il n'y a qu'à amener des spots à l'intérieur de la pyramide, il verra si ça fonctionne. Non, ça c'est, comme je dis souvent, ça fait vendre des revues, des livres sur les kiosques de la gare. C'est pas des ouvrages scientifiques. Pour les égyptologues, ça ne vaut rien. Ce sont des, comme je dis des fois, des âneries, des élucubrations. De Cléopâtre. Ouais. Donc en fait, on sait qu'elle a des origines grecques, Oui. je dis pas de bêtises, Oh, mais non, c'est ça. comment est-ce qu'elle est arrivée en Égypte? Comment est-ce qu'elle est devenue reine d'Égypte? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est simple. Ah, d'abord, on a dit, elle est très belle, la preuve. Ils sont ébahis par cette beauté, amoureux d'elle. Et sur les pièces que l'on a retrouvées, le peu que l'on ait, elle n'est pas prête d'être mannequin d'aujourd'hui. Hein. Ça paraît pas être un prix de beauté. Les Égyptiens étaient noirs. Bon alors, Ah. les personnes disent généralement les pharaons, mais ça inclut donc la civilisation égyptienne. La rumeur telle qu'elle est répandue, c'est les pharaons, les Égyptiens étaient noirs. On nous ment généralement en nous montrant un pharaon blanc, etc. On nous parle de Cléopâtre. Cléopâtre était noire, donc les Égyptiens, les pharaons étaient noirs. Qu'as-tu à dire là-dessus? Alors bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est en compagnie de Jacques et Daniel comme d'habitude. Et aujourd'hui on va poser des questions de format courte sur l'Égypte antique en général. Des questions, des idées reçues qu'on va essayer de traiter avec Jacques. Et il va pouvoir nous dire si c'est Il y en vrai a ou faux. des idées reçues, oui. Ah ouais, il y en a pas mal, ouais. Est-ce que tu as une question qui te vient? Alors moi j'en ai plusieurs que j'ai, elles n'ont pas forcément de lien entre elles, mais je pense que l'une des premières choses qui revient le plus souvent lorsqu'on parle d'Égypte, notamment ça concerne la construction des pyramides. Oui. Alors aujourd'hui il y a peut-être un peu plus de lumière qui se met là-dessus, mais dans un premier temps, la première question, les pyramides, on entend dire qu'on ne sait pas comment elles ont été créées, on voit comment est-ce que c'est fait, ou du moins ce qu'il en reste pour certaines d'entre elles. On dit c'est incroyable, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça à l'époque? Apparemment ça a été fait par des aliens, on entend plein de choses. Qu'est-ce qu'on sait typiquement? Oui, ça c'est, comme je dis souvent, ça fait vendre des revues, des livres sur les kiosques de la gare. C'est pas des ouvrages scientifiques. On va pas jeter la pierre à leurs auteurs, mais ça, pour les égyptologues, ça ne vaut rien. Ce sont des, comme je dis des fois, des âneries, des élucubrations. Bon, y compris récemment, avec le chanteur, la Maître Chims, qui a dit les grandes pyramides, c'est une centrale électrique. Et j'avais dit, je crois par boutade, il n'y a qu'à amener des spots à l'intérieur de la pyramide, il verra si ça fonctionne. Non. Khéops, vous connaissez Khéops, c'est la plus grande de toutes. Allez, à la louche, 2,5 millions de blocs. 2,5 millions. 2,5 millions de blocs. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Quand j'ai vu la réfection de Notre-Dame, 4 à 5 000 blocs, alors évidemment, ça a duré 5 ans, il n'y avait pas que à reconstruire. Mais bon, il a fallu quand même faire des travaux pour une grande pyramide, une vingtaine d'années. Bon, avec 5 000 ouvriers qui travaillent tout le temps, une ville pour les ouvriers, les contremaîtres, les directeurs des travaux, ceci, cela. Bon, on n'a pas de texte. On avait, pas de texte jusqu'à une période très récente. Comment ont-ils bâti ces fameuses pyramides? La thèse qui était en vogue, c'est qu'il fallait une rampe, vous savez ça, hein, une rampe de 220 mètres de large, parce que la base de la pyramide c'est 230 mètres au carré. Bon, alors on construit une rampe, on garde la pente, donc plus la pyramide s'élève, plus la rampe est longue. Et puis on met des rondins de bois, on fait glisser, tirer les blocs par les ouvriers. On a testé. Un bloc qui fait, en moyenne, c'est 2 tonnes. 2 tonnes, 2 tonnes et demie, le bloc. Et on dit, bon, ben voilà, on va se mettre à la place des ouvriers de l'époque. Et donc on prend 10, 20 ou 50, ça dépend, hein. On n'en sait rien. Hommes qui tirent avec une pente à 7 ou 8 degrés. Et ça marche. On voit bien, effectivement, qu'il ne faut pas un temps très long. C'est pas possible si c'est pas super organisé, ce chantier de construction d'une grande pyramide. Il faut que ce soit d'abord extrêmement bien conçu, pensé. Et donc, on a fait des tests qui permettent de dire, voilà, il faut tant de temps pour tirer un bloc. Après, on a fait des calculs sur 20 ans, ça permet de monter en un mois, tant de blocs, en une année, tant de blocs, en 20 années, tant de blocs. Et ça correspond grosso modo. Et j'ai dit, on n'avait pas de texte. Sauf
Miracle. Un archéologue français, Pierre Tallet, a trouvé il y a pas tellement longtemps, hein, une quinzaine d'années, je crois, à peu près, je ne sais pas si c'était pas 2013, grosso modo, des papyries. Ce qu'on appelle les papyries du Wadi El Jarf, c'est sur la mer Rouge. C'est un texte extrêmement émietté, assez compliqué à traduire et à comprendre, ne serait-ce que parce qu'il est, c'est le cas de le dire, en 1000 morceaux. Mais, le texte explique que il y a un directeur, un chef d'équipe, un dénommé Merer, et on a toute une série de renseignements. Et sur ce papyrus, le nom de Khéops, ah ben voilà, est indiqué, c'est-à-dire que les hommes qui sont sous sa direction construisent, font partie de ceux qui construisent le revêtement de la pyramide de Khéops. Combien d'hommes? Combien de blocs? Combien de temps ils mettent par bateau pour emmener les blocs de la carrière où ces blocs sont extraits, à Toura, c'est du calcaire blanc, jusqu'au pied de la pyramide? Le temps pour aller, le temps pour revenir, la nourriture, etc. C'est une mine d'or. Bon, le papyrus Merer ne vous indique pas que les blocs qui ont permis de constituer et d'ériger la pyramide, il y en avait tant, mais pas de chiffre là. Eux, c'est le revêtement. Mais quand même, ça donne une information importante. Et puis alors, ça tord le cou, fallait-il encore le faire, à ce qui est archi faux. Les esclaves qui ont construit les pyramides. C'est une énorme ânerie. Alors, il y a longtemps que les égyptologues en ont terminé, mais ça aussi, c'est sur les quais de la gare. Et ça vient pour partie de la tradition biblique. Vous croyez que Pharaon a fait tuer, fouetter des milliers d'esclaves? Et de quelle manœuvre se serait-il servi? Au contraire, dans la ville dont je parlais, là, des ouvriers, on a retrouvé leur ration alimentaire quotidienne. Ils sont mieux nourris que le paysan qui ne participe pas à la construction de la pyramide. Bah, il faut des gens en bonne santé, donc bien nourris, pour effectuer ce travail qui est pénible. Personne ne dit que c'est facile. Pénible. Esclave, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas d'esclaves. Ça, c'est les Grecs. Les Grecs. Sinon, non. Et puis, et j'en arrête là, d'autres chercheurs, dans la carrière de Moyenne-Égypte, c'est une carrière qui s'appelle Atnoub, on a trouvé une rampe, pardon. J'ai parlé des rampes. Et on disait, il ne faut pas que la rampe soit très, évidemment, pentue, sinon c'est beaucoup plus pénible de tirer les blocs, ils n'y arriveront pas. Khéops, c'est, je crois, 54 degrés, il me semble. Bon. Alors là, on a trouvé une rampe importante dans cette carrière d'Atnoub, et la pente, elle est à 15 degrés, avec des escaliers de part et d'autre, avec de très grands trous où on devait mettre des troncs de bois avec des cordes pour pouvoir faciliter le fait de haler les blocs. Donc on a deux découvertes importantes. Deux. Le papyrus Merer, on l'appelle comme ça, là, le Wadi El Jarf, c'est le nom du port. Merer, c'est le nom du chef d'équipe. Et puis, cette fameuse rampe qui a été découverte c'est plus récent encore que le papyrus Merer, à Atnoub, et qui dit, parce que à Atnoub, ils ont tiré d'énormes blocs. Et la rampe a servi à haler ces blocs-là. Voilà. Ok. Alors, les pyramides sont des tombeaux et rien d'autre. Tout le reste, c'est de la littérature qui n'est pas scientifique, qui n'est pas rigoureuse. Ben, on reviendra dessus. T'as d'autres Moi, j'ai une question. Dans les tombeaux, on trouvait généralement les momies, mais on pouvait trouver aussi des trésors. Oui. J'avais entendu dire que la deuxième épouse de Toutankhamon, si je dis pas de bêtises, dans son tombeau, je sais pas si on l'a trouvé ou pas, mais il y avait des trésors, Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, la grande épouse dont j'ai parlé une autre fois, c'était Néfertari. On a sa tombe, elle est magnifique. C'est Pharaon qui l'a fait construire. Ramsès II. D'ailleurs, il n'apparaît pas du tout dans le tombeau de la reine. Et peut-être vous la montrerez. Bon, on a retrouvé, elle a été pillée, comme toutes les tombes, sauf quelques-unes, dès l'Antiquité. On a retrouvé quelques
éléments de son corps, très peu de choses, une partie des jambes, me semble-t-il. Bon. Pour la deuxième grande épouse royale, Isis Nofret, dont le nom, je vous l'avais dit, signifie la belle Isis. Je vais répondre à ta question. On ne sait pas où elle a été enterrée. Voilà donc une tombe qui est recherchée dans la vallée des Reines ou un peu ailleurs peut-être. Bon. Et donc si vous avez du temps de libre, je vous invite à aller en Égypte et à essayer d'être membre d'une équipe de fouilles. Et peut-être ce serez vous les, comme on dit, inventeurs, donc ceux qui découvriront un tombeau. Alors, vraisemblablement, même si vous le trouvez, il aura aussi été violé. Donc les trésors, ça, il y a Toutankhamon, mais il n'y a pas que lui. Le Français, encore un Français, Montet, a découvert à Tanis dans le delta. Pour Ramsès, on parlait du delta. C'est pas loin de la ville capitale de Ramsès, Pierre Ramsès. À Tanis, Pierre Montet a trouvé les trésors, les tombeaux de certains pharaons de la 22e dynastie, donc quelques temps après Ramsès II, et notamment Psouzénès, voilà, je dis son nom, ou Sheshonq, ou Ozorkon. On a au Louvre une magnifique triade en or de Zorkon II, et ça n'a pas eu le retentissement mondial de la découverte du tombeau de Toutankhamon et de son trésor par Carter en 1922, parce que là, c'est, hélas, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 1939-1940. Et donc, évidemment, la découverte passe plus qu'au second plan des préoccupations de l'Europe et du monde, bien sûr, puisque la guerre se profile. Mais c'est magnifique aussi, hein. J'ai une autre idée reçue, justement, on en a déjà parlé ensemble, donc tu vas savoir, d'autant plus que moi, je me sens spécialement concerné. Les Égyptiens étaient noirs. Bon, alors, les personnes disent généralement les pharaons, mais ça inclut donc la civilisation égyptienne. Et généralement, quand ils le disent, alors je ne sais pas sur quelle temporalité ils s'appuient, je ne sais pas s'ils parlent d'une dynastie en particulier, mais voilà, la rumeur telle qu'elle est répandue, c'est les pharaons, les Égyptiens étaient noirs. On nous ment généralement en nous montrant un pharaon blanc, etc. On nous parle de Cléopâtre. Cléopâtre était noire, donc les Égyptiens, les pharaons étaient noirs. Qu'as-tu à dire là-dessus? On a déjà fait, on a déjà fait une vidéo ensemble où on discute du sujet pendant 2 heures. La vidéo, on essaie de la retrouver. On a eu des petits soucis techniques avec. On a déjà parlé sur ce sujet, donc on refera sans doute une vidéo dessus. Oui, c'est comme vous voulez. Bon, voilà. Je vais répondre très rapidement et très précisément. C'est faux. Alors, les Égyptiens, tu as utilisé 2 formules dans ta question. Les Égyptiens noirs, les pharaons noirs. Attention. Oui, parce que bon. Oui. Ouais. Alors, les Égyptiens ne sont pas noirs. Qu'il y ait eu des traits négroïdes dans le sud de la population égyptienne, parce qu'on est aux franges de la Nubie, ça ce sont les Nubiens, étaient des Noirs. Oui, bien sûr, mais au nord, ce sont des peuples dont la couleur de peau correspond plus, et d'ailleurs c'est décrit comme ça par les Grecs, comme des gens qui sont bronzés. Bronzés, c'est pas noir. Et puis, alors surtout, on a fini le débat, y compris par quelqu'un qui a été célèbre et qui a écrit pas mal de livres là-dessus, Diop, le Sénégalais. Mais on ne peut pas lui jeter la pierre. Lui, alors, il tombe dans l'excès inverse en disant les Égyptiens étaient noirs, il y a eu des pharaons noirs, etc. Bon. Il n'avait pas les recherches ADN. ADN. Les recherches ADN. Y compris d'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur Ramsès II. Prouve que ce n'est pas le cas. Du tout. Non. Ça correspond à des peuples sémites, camito-sémitiques. Vous diriez, vous comme moi, plutôt d'Afrique du Nord, du sud de la Méditerranée. Bon, voilà. Et d'ailleurs, quand on voit les représentations, c'est classique. La femme est très blanche de peau, très claire. Il n'y a qu'à voir Néfertari si c'est une noire. Les bras m'en tombent. Et Ramsès, si c'est un noir. Alors lui, on a travaillé sur sa momie, son ADN. C'est tout sauf ça. Bon. Donc, ce débat est considéré comme étant terminé parce que les réponses des médicales scientifiques prouvent que ce que nous pensions est vrai. Mais il y a eu
Voilà. Et je termine ma réponse avec ça. Une dynastie où les pharaons étaient d'origine nubienne, donc des Noirs, et c'est très vrai, parce que dans les statues, on a des milliers de statues des pharaons, dans tous les musées du monde et sur place en Égypte. Et on voit quoi avec nos pharaons noirs de la 25e dynastie. Donc en gros, allez, vers 700-600 avant Jésus-Christ. Là, oui, il y a un autre visage. Oui, on voit, c'est Il y a des traits qu'on très qualifie marquant sur les visages, de négroïdes, comme on dit. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc ça, oui, il y en a eu une demi-douzaine Voilà. de pharaons noirs qui ont ensuite été vaincus. Ok. Bah, là, il nous reste plus de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les deux dernières. Tu poses la dernière, je pose la dernière. Ah oui, ça, une chacun. Ouais. Moi, j'en poserai pas, non? J'ai pas le droit. Bon. Bah, C'est l'inverse. on sera beaucoup plus limité en termes de connaissances, mais on peut te donner une réponse qui te fera plaisir si tu veux. Peut-être si j'arrive à réfléchir à toute allure à vous en poser une, peut-être j'en trouverai pas. On verra. Moi, j'aimerais bien parler de Cléopâtre. Oui. Donc, en fait, on sait qu'elle a des origines grecques, Oui. si je dis pas de bêtises. Non, mais non, c'est ça. comment est-ce qu'elle est arrivée en Égypte? Comment est-ce qu'elle est devenue reine d'Égypte? Enfin, qu'est-ce Ok. qui s'est passé? Oui, c'est simple. Ah, c'est une question importante parce que Cléopâtre. On a parlé de Ramsès, pharaon. Décidément, ce qualificatif va rester emblématique. Ouais. Et Cléopâtre, emblématique aussi. Hein. Évidemment. Pas pour les mêmes raisons que un de ses lointains prédécesseurs, parce qu'il y a beaucoup de temps d'écart entre les deux, ou pas la même raison que le roitelet pharaon, le pharaon qui est un roitelet tout en Camon, dont personne n'aurait entendu parler si on n'avait pas trouvé son tombeau et son trésor. Cléopâtre, bah, c'est tout simple, hein. Il faut remonter à Alexandre le Grand. Alexandre le Grand fait la conquête de l'Égypte, je l'avais dit ici. Un de ses successeurs, son successeur, c'est un de ses généraux, quand l'empire d'Alexandre le Grand est divisé après le décès, en 323, avant Jésus-Christ. Bon, il décède là, une dizaine d'années après avoir conquis l'Égypte. Et puis c'est Ptolémée I. Ptolémée I. Et le nom des Ptolémées va servir à Champollion, hein, j'avais dit aussi ça, pour le déchiffrement. Ptolémée I devient pharaon en 305 avant. Et ensuite, vous avez la série des Ptolémées. Ce sont des Grecs, qui se sont très bien immiscés en Égypte, dans la civilisation égyptienne. Alors pour les divinités, il y a syncrétisme, etc. Bon, ça s'est globalement plutôt bien passé, avec une gigantesque ville, créée par Alexandre le Grand, Alexandrie, et qui est certainement la ville la plus peuplée du monde à l'époque, et qui est comment pourrait-on dire, le fief de l'intelligentsia, avec une gigantesque bibliothèque où tout le savoir mondial, paraît-il, était concentré sur les papyri. Hein. Et puis, Ptolémée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le père de Cléopâtre. Et puis après, il y a des difficultés de succession. Et il y a des rapports conflictuels avec, vous le savez, Rome. Ok. Rome. Ouais. Et à ce moment-là, après avoir, je vais être sympa, mis sur la touche ses deux frères à Cléopâtre, Ah oui, très sympa. et ses deux maris, c'est les mêmes. Très sympa, mis sur la J'ai touche. mis sur la touche, c'est Elle y est gentil. Elle y allait un peu plus fort. Oui, que ça. dans leur disparition, vraisemblablement, pour l'un des deux en tout cas, pour l'un des deux. L'un des deux a dû mourir noyé, l'autre, il a peut-être disparu dans des circonstances où son épouse, sœur, a une responsabilité. Vous pouvez gloser comme vous l'entendez. Ouais. Voilà. Et donc, nous voilà avec Cléopâtre VII. Il y avait eu des Cléopâtres avant, mais qui n'avaient pas régné. Et comme je dis tout le temps, voilà une femme pharaon. Et qui n'a de cesse cultivé. Elle parle l'égyptien, ce qui est rarissime pour un grec. Rarissime. Elle parle l'égyptien, donc évidemment qu'elle est appréciée aussi des Grecs. Ils savent qu'elle parle égyptien. Bon, qui n'a de cesse, disais-je, d'essayer de redonner du vernis, de la puissance à l'Égypte,
telle qu'elle a été le fleuron mondial pendant des siècles et des siècles. Et donc, elle fait des conquêtes, vous savez. Alors, on a exagéré. Hein. D'abord, on a dit, elle est très belle, la preuve, que ce soit Jules César ou Marc-Antoine, ils sont ébahis par cette beauté, amoureux d'elle. Bon. Et ils ont eu des enfants, d'ailleurs, avec Cléopâtre. Sur les pièces que l'on a retrouvées, le peu que l'on ait, elle n'est pas prête d'être mannequin d'aujourd'hui. Hein. Ça paraît pas être un prix de beauté. Oui, j'ai vu donc les photos, son charme peut-être, mais son savoir-faire, sa culture, peut-être aussi un petit peu sa fourberie, oui. ont fait qu'elle a réussi à s'imposer. Ça avait usé de ses atouts. Voilà. Et puis alors, oui, la rivalité entre Marc-Antoine, comme vous le savez, et Octave, qui changera de nom, c'est Auguste, l'empereur, premier à porter ce nom, tourne mal, à l'avantage, à la fin, d'Octave, à la suite de la bataille navale. Je crois que j'avais dit, je crois que je m'étais peut-être fait une erreur, je ne sais pas si je n'avais pas dit que c'était un combat terrestre. Bon, une bataille navale à Actium, et puis ensuite, les deux amoureux, Cléopâtre et Marc-Antoine, se réfugient en Égypte. Sauf que ça tourne en leur défaveur et l'un se suicide et l'autre après. Et donc elle se suicide au début des années 30, 32 me semble-t-il, avant Jésus-Christ. Et la légende dit qu'il y a l'affaire du serpent. Ouais. Un serpent dans une corbeille. Elle a fait mettre 1 ou 2 serpents, des aspies, qui l'ont mordue, et elle est morte empoisonnée avec le venin du serpent. À y regarder d'un peu plus près, c'est possible. C'est loin d'être certain. Et elle a dû absorber, en fin de compte, elle avait d'ailleurs... paraît-il, été expérimentée dans ce domaine-là, mais là aussi il y a une part de légende, qui dit qu'elle testait des poisons sur, alors là, des esclaves de sa cour. Ça aussi, ça doit être extrêmement exagéré. En revanche, qu'elle soit particulièrement avertie dans le domaine des poisons, c'est tout à fait vraisemblable, et donc, plutôt que la morsure du serpent, qui enjolive le tout, hein, elle s'est vraisemblablement empoisonnée. Ok, écoute... là, on a. Alors, la dernière, vraiment répondre en 30 secondes. De toute façon, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour flex. Clairement, c'est en fait, il y a une histoire que j'ai toujours eu le récit du côté grec, j'ai jamais eu le récit du côté égyptien. Et en fait, dans la mythologie grecque au global, on voit qu'on fait on fait souvent, dans certaines situations bien précises, un parallèle avec le continent africain, dans la bataille de Troie notamment, où il y a un guerrier éthiopien, Memnon, qui va être sollicité, etc. Et il y a un récit grec où on parle de Typhon, une créature qui proviendrait des fonds de la terre, donc de Gaïa, qui monte jusqu'à l'Olympe, qui va affronter les dieux grecs, donc, et qui va les massacrer. Il va prendre la place de Zeus, la divinité. Et on dit que à ce moment-là, les dieux grecs, ils étaient tellement terrifiés qu'ils se sont enfuis en Afrique, en Égypte, et par peur de Typhon, par peur de se faire repérer de leur identité divine, ils se sont changés des fois en animaux, des fois en personnes mi-chèvre, mi-homme, mi-chat, mi-homme, ce qui ressemble pas mal à certains dieux égyptiens qui sont mi-animal, mi-homme. Et donc, la légende du côté grec veut que c'est à ce moment-là que ces dieux-là, quand ils sont arrivés en Égypte, ils se sont fait adorer par les hommes parce qu'ils avaient une apparence qui était particulière, qui se sont plu dans cet endroit et qui sont restés, et que c'est eux qui sont finalement devenus les divinités égyptiennes. C'était ces dieux grecs qui se sont fuis par peur du dieu, de la créature Typhon. Est-ce que l'Égypte, à un moment donné, dans la mythologie égyptienne, il y a une mention de ça qui est faite, parce que je me doute bien que la civilisation égyptienne ne commence pas en se disant c'est les Grecs qui ont ramené leur dieu ici. Est-ce que c'est mentionné quelque part? Il y a un lien qui est fait par rapport à ça? Alors, je vais répondre 2-3 choses. Premièrement, il y a un écart, je te dirais, a priori, là, si je répondais d'un seul mot à ta question, je dirais non. Mais il faut creuser. Il y a un écart de temps énorme entre, tu es très averti sur la mythologie, les dieux, les déesses des Grecs, et puis
les dieux, les divinités égyptiennes. Il y a un écart de temps important. Oui, à prendre en compte, évidemment. Quand on prend le début de la civilisation égyptienne, même pas rien que l'Ancien Empire, qui a duré 5 siècles. Bon, c'est quoi la Grèce à l'époque? La réponse est simple, rien, ça n'existe pas. Oui, Bon. évidemment. Et il va falloir attendre longtemps. Longtemps. Parce que si tu dis Sparte, Athènes, vous connaissez, ou Mycène, Oui. il va falloir attendre 800, 700, 600, 500, 400. 400, mais ouais. Voilà. 400, Et donc c'est vrai qu'il y a des contacts bien avant les Ptolémées entre les Grecs et les Égyptiens pour des raisons de commerce, des raisons de commerce, d'échange, voilà, de matières premières, de pierres précieuses et ainsi de suite. Bon, donc à un moment donné, mais très tardivement, il y a eu syncrétisme. C'est ça que tu disais, sans utiliser le vocabulaire, et ça n'a pas d'importance. Entre les divinités grecques et les divinités égyptiennes, oui. Singulièrement avec les Ptolémées. Pourquoi? Tu as parfaitement raison. Parce qu'il y a des similitudes entre telle et telle caractéristique d'un dieu ou d'une déesse grecque et telle même caractéristique d'un dieu ou d'une déesse égyptienne. Donc, syncrétisme. En revanche, par rapport à l'aspect, tu disais là, monstrueux de celui que tu as cité, c'est difficile de trouver un pendant chez les divinités égyptiennes. Dès lors qu'on exclut le lien de cause à effet, d'abord les Grecs et ensuite les Égyptiens, parce que ces divinités grecques se sont réfugiées en Égypte, ça, c'est non. Non. Bien sûr. Et puis, quand on regarde, heureusement qu'il y a eu le syncrétisme, sinon il y a telle et telle divinité grecque qui n'a pas vraiment son pendant, et pourtant il y en a des centaines, chez les dieux et les déesses des Égyptiens. Alors, des monstres, là, oui, bon. Il y a un serpent qui veut tout détruire, y compris le dieu Ré, qui ne cesse de l'attaquer toutes les nuits. Et puis il est protégé par un autre serpent, un bon celui-là, un sympathique, qui l'aide dans sa promenade nocturne. Bon, mais sinon, il n'y a pas ce caractère, et je reprends ton mot, et j'arrête là, monstrueux. D'accord. Mais Voilà. Okay. C'est très bien, c'est très bien pour moi. Eh ben moi j'ai une question. Ok. Je m'attends au pire là. En quelle année? Quelle est la divinité que vous préférez chez les anciens Égyptiens? Ah, mais moi, on l'avait déjà fait, celle-là, la dernière fois. Enfin, bon, moi, j'aime bien Sobek, puisque j'aime beaucoup les crocodiliens. Le crocodile, c'est l'un de mes animaux préférés, donc j'aime beaucoup Sobek. Mais si on regarde en termes d'histoire... Non, mais Sobek, nos auditeurs connaissent pas forcément. C'est le dieu crocodile, oui, mais si on parle des personnages connus, les histoires incarnées, Seth, évidemment, moi, c'est ma divinité préférée. Oui, Seth, c'est le frère d'Osiris. Seth tue Osiris, le découpe en morceaux, vous savez. Et ensuite, avec Horus, il y a un combat très long. Mais ce qui compte, c'est, parce que c'est souvent ça mal expliqué, et on dit, bon, c'est Horus qui est le vainqueur. C'est ni vrai ni faux. J'avais dit à une autre fois, c'est l'assemblée des dieux qui en a plus que marre d'un combat qui a duré des années et qui n'aboutit à rien. Ils les convoquent, ils disent, toi, sur le trône d'Égypte, toi, sur les terres, la vallée, toi, c'est plutôt les contrées désertiques. Voilà. Ok. Vas-y, ça donne-nous le tien. Moi, ça aurait été Osiris plutôt. Osiris. Et Seth, le dieu qui assure la résurrection. Exactement. Le dieu d'au-delà, le patron de l'au-delà. Peut-être que je vais finir immortel, on sait pas. En trompant la femme de son frère. Bon. Tu sais que chaque Égyptien, quand il meurt, passe devant le tribunal d'Osiris pour être jugé et pour vivre la deuxième vie éternelle, éventuellement. Ok. Voilà. Comme quoi, il faut être en bon terme avec. C'est mieux. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci Jacques d'être là. Merci à toi. De rien. À une autre fois. N'hésitez pas à vous abonner, les commentaires, les pouces bleus, vous connaissez. Les différents réseaux sociaux, on vous met tout dans la description, on vous met tout partout. Merci comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, au revoir. Ok. Bon, vous zoomez.